Nous allons maintenant étudier en détail l'algorithme de Deutsch-Jossa dans le cas général d'une fonction f de z sur 2z à la puissance n dans z sur 2z. Alors je vous rappelle qu'on a déjà étudié le cas simple où n est égal à 1 et je vous encourage à revoir cette vidéo. Maintenant, dans le cas général, donc ici c'est z sur 2z à la puissance n. Je vous rappelle que z sur 2z c'est juste une façon d'écrire 0 ou 1. Et on va seulement considérer deux catégories de fonctions. La catégorie des fonctions constantes, c'est-à-dire que f prend toujours la valeur 0, ou alors f prend toujours la valeur 1. Donc il n'y a en fait que deux fonctions constantes. Et on va aussi considérer la catégorie des fonctions équilibrées. Qu'est-ce que c'est qu'une fonction équilibrée? Elle prend autant de fois la valeur 0 que de fois la valeur 1. Alors bien sûr, il y a des fonctions qui sont ni constantes ni équilibrées, mais nous on ne les considère pas. Et donc le problème est le suivant. On nous donne une fonction et on nous certifie qu'elle est soit constante, soit équilibrée, mais notre travail c'est de déterminer dans quelle catégorie elle est, soit constante, soit équilibrée. Donc la solution classique à ce problème-là, il n'y a pas d'autre choix que d'évaluer f, et dans le pire des cas, il faut évaluer f au moins à la moitié des termes plus 1. En effet, quand on a évalué la moitié des termes, on n'est pas toujours sûr de la catégorie constante ou équilibrée. Il faut rajouter encore un terme de plus pour être sûr. Et donc, ce qui fait que la complexité classique minimale, c'est un grand taux de 2 puissance n-1, donc à une constante près, c'est un grand taux de 2 puissance n. Et je vous rappelle que 2 puissance n, c'est exponentielle n log de 2, et donc c'est une complexité exponentielle. Et maintenant, on va voir un algorithme quantique dont la complexité quantique, c'est un grand taux de 1. Et donc, on va effectuer une amélioration exponentielle de notre problème. L'algorithme quantique consiste simplement à exécuter une fois le circuit quantique qui est dessiné ici, et la réponse va être donnée par les n premières lignes ici. On oublie la dernière ligne, où vous voyez que sur ces n premières lignes, on termine le circuit par une mesure. Et si la mesure donne à chaque fois 0, 0, 0, 0, n fois, alors la fonction est constante, et sinon, la fonction est équilibrée. Donc, revenons en détail sur ce circuit. Donc, on a n plus une ligne. La dernière ligne est un petit peu spéciale. Sur les n premières lignes, on initialise par quête 0 et ensuite on applique une porte de Hadamard. Donc comme on applique une porte d'Hadamard sur chacune des n premières lignes, ça c'est en fait la transformation d'Hadamard. Sur la dernière ligne, on initialise à quête 1 et on fait aussi une porte d'Hadamard. Ensuite, on effectue un oracle, donc on y reviendra, donc qui dépend de la fonction f qui est notre entrée de notre problème. Et ensuite, sur les n premières lignes, on refait une transformation d'Hadamard et on a dit qu'on terminait par une mesure. Et donc, la fonction est constante si toutes les mesures valent 0 et si on n'obtient pas que des zéros, alors la fonction, elle est équilibrée. Revenons un petit peu sur la notion d'oracle. Je vous rappelle que ici, l'oracle, donc ça dépend de la fonction f. L'oracle, c'est une sorte de boîte noire qui est donnée par celui qui pose le problème. C'est donc un circuit quantique, mais dont on ne connaît pas vraiment la construction interne. On sait juste ce que ça fait et on le définit sur des bits classiques, ici x1, x2, xn et y. D'accord? Donc, tout simplement, pour les n premières lignes, xi s'envoie sur xi. D'accord? Pour la dernière ligne, pour un bit y, il s'envoie sur y plus f de x1, x2, xn. Je vous rappelle que f, c'est la fonction qui est fournie en entrée de notre problème. Et plus, ici, c'est l'addition binaire. Donc ici, c'est un bit 0 ou 1. Et donc, une fois que l'oracle est défini ici sur les bits classiques, ça l'a défini naturellement sur les n plus 1 qubits de la base canonique, et on l'étend par linéarité à n'importe quel n plus 1 qubit. Et donc maintenant, ça définit une porte ici quantique. Et donc vous voyez que en fait, on va calculer une seule fois, on va effectuer une seule évaluation de f, d'accord? Et donc ici, la complexité de notre algorithme, c'est juste 1, parce qu'on fait une seule évaluation de f en tout et pour tout. Et donc on a bien une amélioration exponentielle par rapport à l'algorithme classique.
Je ne vais pas vous présenter dans cette vidéo la démonstration de l'algorithme de Deutsch-Jossa, mais par contre je vous renvoie à la vidéo dans laquelle on avait traité le cas n égale 1 et écrit en détail la démonstration, et je vous renvoie aussi au livre pour la démonstration dans le cas général. Cependant, je vais quand même vous donner tous les outils qu'il faut pour comprendre cette démonstration. Alors pour faire des calculs un petit peu théoriques, on ne peut pas vraiment utiliser cette notation de n qubits parce que c'est très lourd à manipuler. Et donc on va introduire une nouvelle notation qu'on appelle la notation entière des qubits. Donc pour un entier k, on va noter k souligné, l'écriture binaire de k à n bits. Donc n, ça va être quelque chose qui sera fixé naturellement dans le problème qu'on considère. Et donc, tout simplement, au lieu de noter ket 000 avec n0, on va tout simplement le noter ket 0 souligné. Donc, qu'est-ce que c'est que ket 000 avec un qui se termine par un 1? C'est tout simplement ket 1 souligné. Et attention, ici, on a dans cette écriture que des 0 et des 1, mais dans l'écriture entière, on a des entiers. Et donc, qu'est-ce que c'est que ket 2 souligné? On écrit 2 en base 2. D'accord? Donc ça s'écrit 1, 0, mais c'est une écriture sur n bits, donc on complète à gauche par des 0. Et le dernier terme, c'est donc ket 1, 1, 1, donc avec que des 1, et ça correspond à ket 2 puissance n-1 et souligné. Donc voilà, cette notation va être très pratique, et regardez maintenant, si on veut dire que la fonction f de notre problème est constante, eh bien, tout simplement, on dit que f de k souligné est tout le temps égal à 0, pour tous les entiers k qui vont de 0 jusqu'à 2 puissance n-1, ou alors f de k souligné est égal à 1 pour tous les entiers k. Et donc on n'a pas à manipuler ici d'écriture binaire un peu lourde. Et donc pour parcourir tous les n bits possibles, on dit qu'on parcourt tous les entiers k de 0 jusqu'à 2 puissance n-1, et ce qui nous ramène à des choses beaucoup plus faciles et plus connues. Alors, on termine par peut-être quelques exemples. Évidemment, ça dépend de l'entier n, mais qui est naturellement fixé dans le problème. Si n égale 2, on a les 4 qubits de base, ket 00, ket 01, etc. Qui, on écrira ket 0 souligné, ket 1 souligné, ket 2 souligné, ket 3 souligné. D'accord? Et pour n égale 3, vous avez 2 puissance 3, c'est-à-dire 8 qubits de base. Et donc, ket 0 souligné, c'est ket 00, ensuite, etc., jusqu'à ket 7 souligné, qui est ket 1, 1, 1. On va faire des calculs avec la transformation d'Adamard. Alors, je vous rappelle d'abord que la porte de Hadamard, c'est une porte sur les 1 qubit, et qui est définie par h de ket 0, c'est ket 0 plus ket 1, et on normalise en divisant par racine de 2. Et h de ket 1, c'est ket 0 moins ket 1, toujours divisé par racine de 2. Maintenant, qu'est-ce que c'est que la transformation d'Adamard? C'est en entrée un n qubit, et sur chacune des n lignes, on applique une porte d'Adamard. Alors, l'ordre dans lequel on applique les portes n'a pas d'importance. Et donc, en sortie, on obtient un n qubit qu'on note h à la puissance tenseur n de ket psi. Alors, voyons un exemple dans le cas n égale 2, donc avec seulement 2 lignes quantiques, et on va jongler entre l'écriture entière des qubits et l'écriture classique. Donc, si en entrée, on a ket 0 souligné, c'est-à-dire qu'on a ket 0, 0. Alors, on applique la transformation d'Adamard. Donc, une porte d'Adamard sur le premier 0, ça l'envoie sur 0 plus 1. Et une seconde porte d'Adamard sur le second qubit, ça l'envoie aussi sur 0 plus 1. Et donc, on a ici 0 plus 1 facteur de 0 plus 1, on développe, et on obtient ket 0, 0 plus ket 0, 1 plus ket 1, 0 plus ket 1, 1. Et si on revient à la notation entière, c'est ket 0 souligné, plus ket 1 souligné, plus ket 2 souligné, plus ket 3 souligné. Vous voyez qu'on peut l'exprimer facilement. C'est la somme des cas soulignés. Et pour les autres cas, il y a des signes qui interviennent, et je vous laisse vérifier les calculs. Donc vous voyez que quand on dit que l'informatique quantique, ça permet de faire des calculs sur les n bits en même temps, c'est lié à la transformation d'Adamard. Au départ, on a un seul état quantique de base ici, ket 0, 0. Et à l'aide de la transformation d'Adamard, on va obtenir un qubit qui est la somme des 4 états quantiques de base ici. Et donc, si on se débrouille bien, on peut faire un seul calcul sur cet état quantique,
mais qui va correspondre à un calcul sur chacun des états quantiques de base. D'accord? Donc ça, c'est la force de l'informatique quantique. Et c'est pour ça qu'on commence souvent par faire une transformation d'Adamar pour passer de un seul état quantique à tous les états quantiques de base. On termine par la formule de la transformation de Hadamard. Donc cette formule pour n'importe quel état quantique de base nous renvoie la valeur après la transformation d'Hadamard. Cette formule est un petit peu barbare, mais en fait elle n'est pas si difficile que ça à comprendre. Donc on a déjà un coefficient 1 sur racine de 2n pour le normaliser. Et puis en fait c'est la somme de tous les états quantiques de base, d'accord, avec un signe plus ou moins devant. D'accord? Ce qui est un petit peu dur à comprendre, c'est est-ce qu'il faut prendre le signe plus, est-ce qu'il faut prendre le signe moins? Et donc c'est donné par une formule moins 1 puissance k scalaire L, où on définit une sorte de produit scalaire. Donc on décompose k, l'entier k, sous la forme de son écriture binaire. Même chose pour L. Et notre produit scalaire qu'on définit, donc k produit scalaire L, c'est k1 L1 plus k2 L2 plus kn Ln. D'accord? Et on fait donc cette somme-là. Si c'est un entier pair, on va mettre le signe plus devant. Et si c'est un entier impair, on mettra le signe moins. D'accord? On n'a pas besoin de trop comprendre les détails. Le cas le plus intéressant et qui servira le plus souvent, c'est le cas où k est égal à 0. Et donc en entrée, on a ket 0 souligné qui est donc ket 0, 0, 0. Et qu'est-ce que ça donne la transformation d'Hadamard de ce ket 0 souligné? Eh bien, ça nous donne tout simplement la somme de tous les états quantiques de base, d'accord, normalisé ici en divisant par 1 sur racine de 2n. Donc ket 0 souligné plus ket 1 souligné plus jusqu'à ket 2 puissance n moins 1 souligné. Donc le tout divisé par 1 sur racine de 2n. Et donc, encore une fois, en partant d'un seul état quantique de base, on arrive à un qubit qui est la somme de tous les états quantiques de base. Et donc, si on est malin, en faisant un seul calcul sur cet état quantique, ça peut correspondre à faire en fait un calcul sur chacun des états quantiques de base.